qu'évidemment, vous êtes et vous serez toujours les bienvenus à la mairie du 16e. 2, vous trouverez toujours à vos côtés le maire du 16e et toute l'équipe municipale pour vous soutenir dans vos combats de soutien à la communauté et en défense d'Israël. Voilà, bonne soirée à tous. C'est avec vraiment un grand plaisir qu'au nom des membres du bureau de l'INSEF et du conseil scientifique de l'Institut européen du monde séfarade que nous vous accueillons ce soir dans la mairie du 16e et nous avons eu le plaisir d'être accueillis directement par le maire Jérémy Redler qui a mis ses salons à notre disposition et comme il l'a rappelé, la mairie du 16e avait déjà mis ses salons à notre disposition lors d'autres manifestations. Merci aux membres du bureau qui ont contribué à la préparation de ces rencontres. Je vais les citer, notamment Francine, qui est là, qui peut se lever parce qu'elle a fait un travail remarquable. Margaret, qui est à côté, et Lisette, qui est devant, et voilà, et que beaucoup d'entre vous connaissent aussi. Je salue enfin en particulier l'engagement de Pierre Savy, président du comité scientifique de l'INSEF, qui nous a assistés dans l'élaboration du contenu de cette soirée. Le 31 mars 1492, après leur victoire contre les Maures et la chute de Grenade, les rois catholiques d'Espagne, Ferdinand II d'Aragon et Isabelle de Castille, signent le décret de l'Alhambra, ordonnant aux Juifs de choisir entre conversion au christianisme ou exil. Le 31 juillet 1492, des centaines de milliers de Juifs quittent l'Espagne, d'autres, très nombreux, choisissent le baptême, rejoignant la cohorte de ceux qui, déjà convertis par la force depuis 1391. Le premier symposium d'études séfarades, en 1964, retient comme définition de séfarades les descendants des Juifs expulsés d'Espagne en 1492. La rencontre d'Amsterdam, organisée en 1971 par la Fédération séfaradique mondiale, retient, elle, comme définition tous les Juifs qui ne sont pas ashkénazes, invoquant ainsi une réalité que tous les Juifs appelés séfarades ne sont pas forcément d'origine espagnole, et nous le savons. L'expulsion des Juifs d'Espagne est bien au XVIe siècle le plus grand tournant de l'histoire des Juifs séfarades. Le judaïsme séfarade devient alors un monde dispersé, déplacé, dont l'apport hors de la péninsule ibérique est considérable, et nous sommes là à l'INSEF pour en témoigner. L'INSEF a pour mission d'en apporter la mémoire et d'être un acteur de son avenir, de cet avenir des Juifs séfarades et de cette transmission. J'en profite pour saluer les associations communautaires qui, depuis de nombreuses années, réalisent un travail remarquable de mémoire et de transmission séfarade. Je crois que nous avons quelques responsables de ces associations ce soir avec nous, que je salue. Distinguons différentes périodes dans l'histoire mouvementée des séfarades. Reportons-nous en Espagne en 589, à la suite de la conversion au catholicisme du roi wisigoth d'Hispanie. Un siècle de persécution pour les Juifs d'Espagne commence alors. Persécution qui prit fin avec l'invasion musulmane en 711. La période comprise entre 711 et 1036 coïncide avec l'époque du califat de Cordoue et des royaumes musulmans qui lui succèdent. La vie des Juifs en Espagne, on en parle souvent, musulmane, Al-Andalus, a été une succession de périodes d'âge d'or, mais n'oublions pas non plus les périodes de persécution. L'application rigoureuse de la dîma a varié d'une époque à une autre et d'un endroit à l'autre. Le judaïsme séfarade, en plein essor, contribue au foisonnement créatif et culturel d'Al-Andalus. Les intellectuels séfarades contribuent notamment à la renaissance de la langue hébraïque. Un magnifique colloque a été organisé à l'UNESCO par Stéphane Techer, qui est ici et que je salue, sur la langue hébraïque. Et nous avons pu, à cette occasion, voir toutes les racines séfarades que l'on trouve à l'intérieur de cette langue, de notre langue. Avec ses grammairiens et ses poètes, comme Salomon ibn Gabirol, Moïse ibn Ezra,
Yehuda Halevi et bien sûr Maïmonide. Le 4 juin 1391, la Juderia de Séville est ravagée, 500 morts, pillage, incendie, un véritable massacre. L'Inquisition établie en Aragon dès 1233 et les prêches virulentes qui incitent la population au massacre de Juifs, et on doit aujourd'hui se connecter avec la réalité et écouter tous ces prêches qui aussi appellent d'une certaine manière à la haine. On conduit à ce drame et sont à l'origine de la première grande diaspora séfarade. Les Juifs se réfugient alors en Afrique du Nord, la plupart gagnent le Maroc, particulièrement, ou l'Algérie, particulièrement Fès pour le Maroc, Tlemcen, Oran, Alger. Nous le savons et nous avions organisé, pour ceux qui étaient là, justement l'histoire des Juifs du Maroc. Pour les Juifs d'Espagne, la situation s'aggrave encore avec l'arrivée sur le trône de Castille en 1474 d'Isabelle la catholique, mariée à Ferdinand d'Aragon. En mars 92, décret de l'Alhambra, on en a parlé. Les Juifs d'Espagne les Juifs d'Espagne ont dès lors constitué l'une des communautés juives de diaspora les plus importantes sous la domination successive de royaumes musulmans ou de royaumes chrétiens. L'histoire de l'exil des Juifs séfarades devient alors un exemple de survie, d'adaptation, d'ouverture au monde nouveau, avec une parfaite fidélité aux valeurs et aux enseignements du judaïsme, et nous en sommes pour beaucoup d'entre nous les héritiers. Cette diaspora s'installe dans les régions frontalières, royaume de Navarre et Portugal, puis rejoint l'Italie, l'Afrique du Nord et s'étend aux îles méditerranéennes non espagnoles. La majorité des séfarades quitte ainsi les territoires chrétiens pour s'établir dans des régions conquises par l'islam ottoman, plus tolérantes. Les principaux centres de présence juive séfarade sont alors Constantinople, Salonique, Safed qui constituera la plus grande communauté juive de Terre Sainte avec 4000 personnes au milieu du XVIe siècle. Pour ceux qui pensent que la présence juive était faible, je veux simplement rappeler qu'à la fin du XVIe siècle, déjà, la population juive en Terre Sainte atteindra plus de 300 000 personnes. Les Juifs quittent également l'Espagne et le Portugal pour le monde chrétien. En France, certains convertis de force, les nouveaux chrétiens, dont on parlera tout à l'heure, sont accueillis à Bordeaux, bénéficiant dès 1474 du privilège accordé par Louis XI aux étrangers. Plus tard, dès le début du XVIe siècle, cette population s'installe pour des raisons économiques à Anvers, qui est à l'époque le plus grand port d'Europe. L'Italie, quant à elle, devient une escale importante pour les exilés de 1492 en route vers les pays de l'Empire ottoman. Les Juifs d'Italie sont, comme vous le savez, l'objet de notre rencontre de ce soir. En introduction aux deux conférences de ce soir, je souhaite souligner que les Juifs d'Italie constituent la plus ancienne communauté juive d'Europe occidentale. En effet, elle a prospéré d'abord sous l'Empire romain, puis avec la conversion au IVe siècle de Constantin le Grand, le statut des Juifs est plus précaire, on le sait, sans pour autant remettre en cause la présence dans la péninsule. L'afflux au XVe siècle de Juifs séfarades, dont la famille d'Isaac Abravanel, transforme profondément la communauté juive italienne. Cependant, dès le 31 juillet 1492, les Juifs sont également obligés de quitter la Sardaigne, devenue possession aragonaise. Certains alors choisissent le royaume de Naples, qui malheureusement pour eux se retrouve à son tour sous domination espagnole, comme vous le savez. Au XVIe et XVIIe siècle, de nombreux nouveaux chrétiens émigrent encore d'Espagne vers l'Italie et s'installent notamment à Venise. Ainsi, la communauté juive italienne, dont on va longuement parler, prend une dimension originale grâce à la cohabitation de plusieurs communautés qui gardent leurs caractéristiques et leurs caractéristiques distinctives et leurs rites et leurs traditions. Pour évoquer le patrimoine et l'histoire des Juifs séfarades en Italie,
nous accueillons M. Pierre Savy, que je vais introduire rapidement et maintenant, maître de conférence, spécialiste de l'histoire de la société et de la politique dans l'Italie du Nord à la fin du Moyen-Âge. Pierre Savy a notamment publié un ouvrage remarquable, Les princes et les Juifs dans l'Italie de la Renaissance. Alessandro Ghetta, professeur de philosophie et d'histoire juive à l'INALCO, spécialiste de l'histoire intellectuelle juive à l'époque moderne, Alessandro Ghetta a récemment publié un ouvrage intitulé « Les Juifs d'Italie et la Renaissance ». Pierre Mamou, qui est là, directeur de l'Institut européen d'études et de recherche Maran. Pierre a notamment publié l'ouvrage « Maran, crypto-juif et tribus perdues ». Dans la soirée, après des intermèdes musicaux par la compagnie Les Arts, qui est là, spécialisée dans le spectacle vivant, Didier Nebaud, vice-président d'honneur premier vice-président de l'INSEF, remettra à Johann Sfar, qui nous a fait l'honneur de l'accepter, le prix Isaac Abravanel 2024. Nous nous retrouverons ensuite autour d'un buffet aux saveurs d'Italie. Chers amis, le 7 octobre, l'attentat islamiste criminel du Hamas contre Israël a bouleversé la vie de nombreuses familles, d'enfants, de femmes, de personnes âgées, vivant dans des kibboutz situés à moins de 3 km de la bande de Gaza. De jeunes qui assistaient au festival de musique Nova. Tous ont vécu l'horreur. En ce moment, 130 otages sont entre les mains des terroristes du Hamas et nous attendons tous, nous exigeons tous leur libération. Je vous rappelle à ce titre que tous les vendredis, place du Trocadéro, nous nous réunissons pour nous remémorer et demander la libération des otages. Et dimanche prochain, le dimanche prochain, ça fera 6 mois que les otages sont retenus à Gaza et il y aura une journée, au Trocadéro, à laquelle je vous invite tous, à 18h. Chers amis, nous devons rester unis. Ensemble, nous devons faire entendre notre voix pour soutenir les familles touchées par la tragédie du 7 octobre et œuvrer pour la libération de tous les otages. Je me permets de remercier de nouveau la mairie du 16e qui, très tôt, a affiché les photos des otages et, comme l'a dit le maire du 16e, tiendra cette affiche jusqu'à la fin. Merci, je vous souhaite une bonne soirée. Je passe la parole à Pierre. Il est également, je le précise, membre du comité scientifique de notre institut. Et s'agissant d'Italie et de culture séfarade, sa présence, sa participation nous semblait une évidence. Je tiens donc à le remercier vivement encore une fois en notre nom à toutes et à tous d'avoir accepté de prononcer ce soir une communication qui s'intitule « Les Juifs d'Italie du XVe au XXe siècle », à l'issue de laquelle un petit quart d'heure, nous sommes évidemment déjà un peu en retard, mais quand même un petit quart d'heure de questions et réponses pourra intervenir. Et sans plus attendre, je lui laisse la parole. Déjà, ce qui vient d'être dit tout à l'heure, ceux qui ne sont pas ashkénazes sont séfarades, non, bien sûr que non. Quid des Italiens? Les Italiens ne sont pas séfarades, les Italiens ne sont pas ashkénazes. Que sont-ils? Italiens. Ils sont italkim, c'est vrai. Donc moi je pense que la classification se fait selon le rite finalement, puisqu'il n'y a pas d'autre maître, le rite de la liturgie. Et vous savez qu'il y a un rite italien qui s'appelle Italki. Alors, il y a plein de recherches savantes. Pourquoi Italki et pas Italie, ce couf au milieu, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Mais peu importe, ça ne va pas nous occuper ce soir, sinon on passe une demi-heure là-dessus. Donc, les Italiens ne sont ni séfarades, ni ashkénazes. En revanche, en Italie, vous savez que l'Italie, comme la célèbre formule du prince de Metternich, l'Italie a été longtemps une simple expression géographique. L'Italie est un conteneur où les Italiens se sont faits très tardivement dans l'histoire. Eh bien, l'Italie comme conteneur a, et particulièrement pour ceux qui sont des Juifs, a eu non seulement des Juifs
des juifs italiens, mais aussi des juifs ashkénazes, des juifs séfarades, des juifs provençaux, des juifs d'Afrique du Nord. Bref, la caractéristique de la communauté juive italienne a été, dans la longue période, celle d'avoir été un point de rencontre de plusieurs migrations, qui venaient du nord, du nord-ouest, de l'ouest, du sud, etc. Mais on va en reparler. Quand on dit italien, juif italien, de rite italien, ni séfarade ni ashkénaze, on pense essentiellement à la ville qui a été et qui est encore aujourd'hui la capitale du judaïsme italien, qui est aussi la capitale d'Italie, qui est Rome. Donc le rite italki, le rite italien, est essentiellement celui des Juifs de Rome. Or, la communauté, je vais en parler plus tard, la communauté des Juifs de Rome est la plus ancienne d'Occident. Après l'Irak, c'est peut-être la plus ancienne, celle qui a le plus de continuité. D'elle, je suis tombé amoureux la nuit. Si je l'avais vue le jour, j'aurais changé d'avis. Los vivelicos cantan, suspirando del amor, y la pasión me mata, muchigo a mi dolor, y la pasión me mata, muchigo a mi dolor. Los vivelicos cantan, suspirando del amor, y la pasión me mata, muchigo a mi dolor, y la pasión me mata, muchigo a mi dolor. Mas presto ven Colomba, mas presto ven conmigo, mas presto ven querida, corre y sálvame. Más presto ven, querida, corre y sálvame. Un poème de Yehuda Halevi, un poème d'amour. Tu veux me dire adieu. Attends encore que je regarde ton visage. Rappelle-toi les jours de volupté et de désir. Je n'oublierai jamais les nuits de nos amours. Et si tu habites mes rêves, il faut que je demeure dans les tiens. Rappelle-toi, et que ta mémoire ressuscite celui qui meurt d'amour. Le jour où les ossements des morts se lèveront, rends mon âme à mon corps, car mon âme est partie le jour où tu es parti. Dos amantes tengo l'anima mal perché me dormio. Erano es pantalonero e tus partiti
Je vais vous parler aujourd'hui du patrimoine juif italien. Le patrimoine juif italien est très riche. Il y a en Italie environ 40 000 juifs, alors qu'en France, il y a, depuis l'ALIA qui est intervenu depuis plusieurs années, le chiffre des juifs en France est tombé à 400 000. Donc il y a 400 000 juifs en France et 40 000 juifs en Italie. Donc il y a 10 fois moins de juifs en Italie que de juifs en France. Par contre, il y a en Italie 10 fois plus de lieux judaïques qu'en France. En France, nous avons la synagogue de Carpentras, nous avons notre très vieille synagogue en Alsace, en Lorraine, mais il y a peu de souvenirs existants de la présence juive dans beaucoup de régions de France. Par contre, en Italie, il y a de très nombreux endroits de villes où il y a des vestiges. Pourquoi je dis vestiges? Parce que malheureusement, il y a beaucoup d'endroits où il y a eu une présence juive ancienne, mais qui n'est plus aujourd'hui, je dirais, le cas. Pour citer un seul exemple, la magnifique synagogue de Florence, qui est une très belle synagogue construite au XIXe siècle. Aujourd'hui, il n'y a pas minyan, alors que la synagogue peut contenir peut-être 1000 personnes. Donc ça, c'est l'exemple de beaucoup d'autres synagogues et d'autres lieux qui étaient juifs auparavant. Nous avons le comité scientifique et le bureau de l'INSEF a décidé de donner cette année le prix Abravanel de l'INSEF à Johan. Je vais laisser la parole à Didier, mais avant, je voudrais juste remercier particulièrement Johan pour tout son travail et cette façon de nous faire aussi voyager dans l'histoire juive, mais aussi parce que ça a été un des premiers à se lever après le 7 octobre, à combattre, je dirais, pas à côté de nous, mais devant nous. Il est l'auteur du petit Pins Chai, la vie, et je voudrais ici vraiment lui rendre hommage pour son travail, mais aussi pour ce combat qu'il mène pour la libération des otages. Merci. J'avoue que nous sommes fiers, quelque part en avant-première, de récompenser ce garçon sympathique pour son œuvre, qu'on connaît tous. Lorsque nous avons décidé de lui donner ce second prix Isaac Abravanel, le précédent c'était Benjamin Stora, lorsque nous avons donc décidé de lui donner ce prix, on ne savait pas que Johann Sfar allait écrire un tel ouvrage. Merci Johann. Quelques mots encore sur lui quand même, avant de lui laisser la parole. Il est né à Nice en 1971, dans une famille juive ashkénaze par sa mère, séfarade algérienne par son père. Après des études de philosophie, il a rejoint Paris pour faire les beaux-arts. Figure de proue d'une nouvelle et brillante génération de dessinateurs, soit seul, soit en collaboration. Il a signé plus de 150 albums de bande dessinée. Vous connaissez tous, bien sûr, la série Le chat du rabbin, chez Dargaud, ou Le petit vampire. En 2022, La synagogue, j'en oublie, je suis désolé. En 2023, Riviera, et dans peu de temps, le livre qui est Nous vivons. Je vais te remettre, Johan. Est-ce que ça se mange? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord ça. Attends, ça c'est pour toi. Ça c'est pour moi. Ça c'est le chèque. Voilà, c'est le chèque. Ça c'est un livre que j'ai écrit qui te plaira. C'est la Kaina, une reine judéo-berbère du 7e siècle. Oui. C'est mon cadeau personnel. Et enfin, c'est pas fini. Tu as aussi ce... Qui refuse de sortir. C'est les macroudes. Voilà, c'est ça. Merci. Parce que tu mettras sur ta... Merci beaucoup. Le socle et un socle. Ah oui, un socle. Voilà le socle, c'est désolé. Voilà, Johan, j'ai fini. Bonsoir, je vous remercie beaucoup de me recevoir. J'ai tenu prévenir avant d'arriver parce qu'il y a une part d'usurpation en moi. Je suis issu de ce qu'on appelait de mon temps un mariage mixte, c'est-à-dire que ma maman venait d'Ukraine et mon père d'Algérie. Je vais vous raconter comment j'en suis venu à
à m'intéresser à ma part séfarade. Quand j'étais petit, la partie préférée de ma famille, c'était ma partie maternelle, parce que ma mère était morte et parce que pratiquement toute ma famille avait été exterminée dans la Shoah par balle, donc je pouvais mettre dans cette absence toute mon imagination. Et je dois vous dire que ma famille séfarade était tellement aimante et tellement présente que je n'avais pas besoin de la chercher dans des livres. D'autant qu'à Nice, grandir avec des origines maghrébines, ce n'est pas forcément ce qui facilite le plus la vie. Le réveil a sonné lors de la conjonction de 3 événements. Le décès de ma grand-mère d'Algérie, la naissance de mon premier enfant, ma fille Taoutmina, et l'écroulement des tours jumelles, à l'issue duquel tous les éditoriaux du monde entier nous promettaient ce qu'ils appelaient un choc des civilisations. Et je me suis trouvé à dessiner ce chat du rabbin avec le rêve fou de réenchanter l'imaginaire maghrébin dans ce qu'il peut avoir d'imparfait, de tolérant, de soumis au réel avant d'être soumis à la pensée. Ces juifs arabisants, laïcisants, ces juifs du Sud qui ont inventé la Kabbale, qui ont appris un dialogue forcé dans une terre 1000 fois conquise. Bon, et ça s'est mis à me plaire, et le chat du rabbin sort. Bon, on en a vendu beaucoup. J'interviens dans un lycée professionnel en banlieue, et il y a 2 jeunes filles de famille musulmane qui me disent « On ne voulait pas lire ton livre de juif, finalement ça nous a beaucoup plu, on a vu qu'ils sont aussi cons dans les familles juives que dans les familles arabes. » Et comme René Goscinny disait que la bêtise est le bien le plus répandu sur Terre, j'avais trouvé ma mission. Bon. Et, ayant un sens de la survie assez aiguisé, depuis 25 ans qu'existait le chat du rabbin, je me suis tenu le plus éloigné possible des sujets liés au Proche-Orient. N'empêche que toute ma famille paternelle vit aujourd'hui en Israël, la plupart de mes cousins et de mes nièces, etc., sont tous israéliens. Et par les bonheurs de mon métier de producteur de télévision, je retourne en Israël très souvent depuis 2 ou 3 ans. Bon. À l'issue du 7 octobre, il n'y a pas 2 juifs qui pensent la même chose. À l'issue du 7 octobre, pourquoi on s'est sentis tous unis? Parce que 2 mythes sur lesquels on s'est construit se sont, selon moi, écroulés. Le premier, on y a tous pensé, c'est « heureux comme un juif en France ». Immédiatement, tout le tissu fraternel, tout le vivre ensemble, tout ce qu'on a construit nous a semblé s'écrouler. Heureusement, je pense que ce n'est pas le cas. Mais il y a eu une explosion des actes anti-juifs, il y a eu un silence, y compris venant de représentants de notre communauté, venant d'artistes juifs, venant de gens qui n'osaient plus dire quoi que ce soit parce qu'ils ne savaient pas ce qui allait leur tomber dessus. Et l'autre mythe qui s'est écroulé, mais il n'allait déjà pas très bien avant, c'est le sentiment que si ça n'allait pas bien, on irait en Israël. Et il y a... Moi, j'ai toutes les certitudes, toute la radicalité que j'ai entendue en France. Quand je suis parti en Israël quelques jours après le 7 octobre, je ne l'ai pas trouvé là-bas. J'ai trouvé là-bas un pays anxieux, un pays uni par la peur de ne pas survivre, et j'ai trouvé finalement, sous le silence qu'impose la guerre, renouveler toutes les questions de quel est le sens de cet État, qu'est-ce qu'on fait en Israël, quel est le contrat social, ethnique, religieux, je ne sais pas de quoi il est question. Et pourquoi j'ai fait cet ouvrage « Nous vivrons » Parce que contrairement à beaucoup de gens ici, je n'ai pas d'opinion. Et je voulais entendre mes collaborateurs et ma famille, les gens que je fréquente en Israël, y compris mes collaborateurs arabes qui souvent ont voulu que je change leur nom ou ont voulu que je ne parle pas d'eux, mais pour une raison simple, ce n'est pas parce qu'ils ne sont plus mes amis, c'est parce que quoi qu'ils disent aujourd'hui, on va le leur reprocher. Et le sentiment que j'ai en ce moment, c'est que le réel veut toujours mieux que les opinions, et j'engage le public, fût-il polarisé, fût-il hostile, à s'informer sur la réalité du Proche-Orient, même des réalités qui ne nous font pas plaisir, mais ça me semble beaucoup plus positif que les opinions marquées qu'on voit ici et qui n'ont jamais sauvé la vie de personne. Et les choses se sont un peu améliorées après le 7 octobre, parce qu'immédiatement après le 7 octobre, j'ai reçu beaucoup d'insultes et beaucoup de menaces des antisémites et de partis qui sont traditionnellement nos ennemis. Là, depuis quelques semaines, je reçois aussi des insultes de coreligionnaires. Alors, tous les responsables communautaires juifs m'ont dit « ça y est, tu es normalisé maintenant ». Mais cette colère que je sens chez nos coreligionnaires, elle provient d'une chose, c'est que chacun d'entre nous a quelque chose à dire sur ce sujet, pour des raisons qui ne sont pas idéologiques. C'est parce qu'on a de la famille là-bas, parce qu'on a peur pour eux. Un de mes petits cousins a été blessé à Khan Younes, il vient de passer 1 mois dans le coma, il s'est réveillé, Dieu bénisse, je pense qu'il va aller mieux. Mais on est chacun lié charnellement à ces pays. Et quand j'ai eu l'occasion d'échanger avec des confrères et des collaborateurs palestiniens, ils me disent la même chose.
ils me disent la même chose. Et on a ce qui nous relie. Je mets jamais dos à dos les deux causes, je compare jamais deux choses. Ce qui nous relie, c'est deux combats. Le premier combat, c'est un combat pour la survie, parce que quand Delphine Orviller dit, et elle a raison, il faut être capable d'être sensible au malheur de l'autre, mais c'est au-delà de ça, il faut être capable d'accepter l'existence de l'autre. Quand vous entendez des gens qui parlent d'entité sioniste au lieu de parler d'Israël, quand vous entendez des gens qui aujourd'hui encore disent « bah oui, on n'aurait pas dû leur donner ceci, leur donner cela », bon, les gens sont là, ils ne vont pas disparaître. Et il y a ça d'un côté, et il y a un autre combat, et moi je ne l'aurais pas dit, mais mon rabbin l'aurait dit, il y a un combat intérieur sur qu'est-ce qu'on accepte, comment on fonctionne, comment on se voit dans l'avenir, comment on se projette. Et malheureusement, il y a dans les deux camps des gens qui voient dans la violence une opportunité. Et j'aimerais qu'on ait tous l'amour nécessaire pour Israël, de rester, même dans ces voix qu'on entend peu, dans ces voix qui, un jour, espèrent la paix, espèrent quelque chose. Si je veux terminer sur une note d'espoir, quand j'ai dit que j'ai eu peur de l'écroulement du heureux comme un juif en France, aujourd'hui, j'ai de l'espoir. Parce que les explosions de violence que j'ai vues en Belgique, en Angleterre, en Hollande, je ne les ai pas vues en France. Les manifestations pour Gaza qui ont eu lieu à Paris n'ont rien à voir avec les manifestations qui ont eu lieu à Londres, qui ont eu lieu à Berlin, qui ont eu ailleurs. Parce que tout le travail qu'on fait depuis 30 ans, on nous a traités de naïfs, on nous a traités d'imbéciles. Le travail qu'on fait depuis 30 ans pour rappeler ce Maghreb, un jour une dame d'Oran est venue me dire, tu sais mon fils, c'est joli ce que tu dis, hein, sur le chat du rabbin, vraiment c'est joli, les Arabes et nous ensemble et tout, mais en vrai on vivait à côté, on vivait pas ensemble. Bon, ce à côté c'est déjà pas mal, par les temps qui courent. Et je vous remercie infiniment. J'ai une petite pensée pour mon grand-père qui s'appelait Jacob Malka, qui venait d'Algérie, qui est venu faire le rabbin à Paris dans les années 20-30. Je ne sais pas exactement dans quelle synagogue il y a débat. Ensuite, il a eu l'intelligence de rentrer en Algérie. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale et il est revenu après-guerre. Et c'est lui qui m'a inspiré le rabbin du chat du rabbin. Voilà. Je vous remercie infiniment pour votre accueil. Un grand merci et aussi un grand merci vraiment pour ces mots et aussi une proposition puisque nous finalisons un livre sur les rabbins d'Algérie et nous serons heureux d'accueillir votre grand-père. Avec plaisir. Graciosita sos, yo